Bonjour mes décieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Paris. Vous reconnaissez très très certainement mon invitée qui est absolument radieuse. Je suis ravie de faire cette interview. Véronique Jeannot, bonjour. Bonjour Lilou, moi aussi je suis très contente de faire cette interview avec vous. Ouais. Alors il y a une raison pour laquelle on fait cette interview en ce moment, parce que bien sûr vous êtes là, je peux dire marraine quelque part de Deepak Chopra qui vient en France, à Paris au Grand Rex, un énorme événement. À Paris, se prépare. Oui, c'est un très bel événement et je dois dire que je suis assez fière d'abord, mais intimidée de présenter Deepak Chopra quand il va être au Grand Rex le 19 mai, parce que c'est un grand honneur de présenter un monsieur comme ça. Il est juste extraordinaire et je crois que le message qu'il a à donner au monde et à nous en l'occurrence dans quelques temps, eh ben c'est un message capital. De retour à soi pour le bien-être. Ouais. Le thème de la conférence est l'avenir du bien-être. J'ai envie de parler de votre parcours parce que clairement il y a du bien-être de partout. Vous avez subi, ou pas subi, mais vous êtes arrivé quand même des sacrés challenges dans la vie à 22 ans, après dans votre vie de couple, etc. Et cela dit, et on a l'impression que de plus en plus vous rayonnez, donc vous respirez le bien-être. Je ne suis absolument pas surprise que vous êtes la marraine de cet événement. Et c'est vrai que Deepak Chopra est connu, il a écrit combien? Une 60aine de livres. C'est énorme ce qu'il a écrit comme livre. Je sais plus combien. Ouais, et il a une magnifique connaissance et donc on en parlera un petit peu plus, mais par rapport à votre parcours, qu'est-ce que le bonheur pour Véronique Jeannot? Comment définissez-vous le bonheur? Le bien-être? Oui, voilà. C'est deux mots différents en fait. Mais disons que le bien-être fait partie du bonheur. Et je pense que c'est la clé numéro 1. Mais le bien-être, il n'est pas forcément facile à atteindre. Et je crois que c'est une vraie détermination de ressentir le bien-être. Il faut se mettre en condition parce que tout le monde rêve de bonheur, tout le monde rêve de bien-être et en même temps, je crois qu'on ne met pas en route toutes ses facultés pour atteindre le bien-être. Parce qu'il y a des choix à faire, il y a des choses à abandonner qu'on ressent peut-être comme essentielles et qui en fait sont tout à fait sans importance finalement. Et je crois qu'il y a toujours des voiles auxquels il faut renoncer, des attachements qu'il faut lâcher pour arriver à un bien-être, à trouver son bien-être. Parce que le bien-être, c'est pareil, c'est comme le bonheur, il est pas pour tout le monde pareil. Ouais. Tout le monde n'a pas le même parcours à faire pour atteindre le bien-être. Je sais que vous êtes passionné par le Tibet, la liberté du Tibet, le bouddhisme, et on parle beaucoup de souffrance dans le bouddhisme. Et j'ai l'impression que cette société étant quelque part, il y a cette souffrance qui existe, on la voit dans la crise, et c'est même une crise, je dirais, spirituelle, humaine. Est-ce que comment gérer ces souffrances, parce que vous en avez connu? Comment on fait pour les aller au-delà peut-être? Dans le bouddhisme, on parle surtout de l'arrêt de la souffrance. Et ce que j'aime dans le bouddhisme, c'est que justement, on vous donne des clés. Il y a des enseignements qui ne sont pas faits pour dire écoutez ce que je dis et faites-le. Non, on vous donne des clés pour essayer de vous trouver, vous avec votre passé, vos résonances, votre inconscient. On vous donne des clés pour arriver à vous sentir mieux, pour vous libérer. Ce que je ne trouve pas dans d'autres religions. Et de toute façon, le bouddhisme, pour moi, c'est avant tout une philosophie de vie. Ce sont des grandes règles. Et c'est vrai que si on vit, on apprend à vivre selon certaines grandes règles, la vie n'a plus rien à voir. La vie devient tout d'un coup, c'est plus le parcours du combattant. Ça peut devenir un très joli parcours. Même avec des difficultés. Parce que ce qu'il faut juste comprendre, c'est que ces difficultés ne sont pas là pour juste les subir, mais pour les dépasser. C'est pas l'épreuve qui compte, c'est la façon dont on va la dépasser, cette épreuve. Alors de dire « Waouh, chouette, une épreuve, ouais, il va falloir les dépasser ». Non, il y en a qui sont plus ou moins salés que d'autres quand même. Mais c'est vrai que une fois que le chemin est fait, on se dit « Mais c'est super, mais c'est bien sûr ». C'est de là qu'on tire justement et le goût de la vie et qu'on apprécie 2 fois plus tout ce qu'on avait cru peut-être à un moment de sa vie avoir perdu. Il faut passer par des étapes de souffrance. Je pense que c'est indispensable pour arriver à trouver son bien-être, à trouver sa vérité, à trouver sa dimension. Parce que tant qu'on n'est pas passé par des vraies épreuves, des vraies souffrances, on ne se connaît pas. Et on a souvent des surprises, dans les deux sens d'ailleurs. C'est souvent beaucoup de surprises. C'est un chemin sans fin.
Oui, oui, c'est un chemin sans fin puisque, a priori, ne serait-ce que le dernier épisode de sa vie doit être quand même quelque chose de très très difficile à affronter, qui est la mort, qui est ce passage auquel il faut, je dirais, moi, se préparer chaque jour. Je sais que la mort fait partie, je l'ai frôlée de près quand j'étais jeune, et peut-être que c'est aussi pourquoi je me suis rendu compte que la vie était tellement précieuse et que je ne me donnais pas droit à la médiocrité, je ne me donnais pas droit à l'ennui, parce qu'elle peut s'arrêter demain. Et quand on sait que la vie peut s'arrêter demain, eh ben, il faut vivre chaque instant comme si c'était le dernier. Et tout d'un coup, il revêt une parure de couleur et de richesse extraordinaire. La plus petite chose devient un cadeau. Et ça, c'est formidable. Ouais. Cette gratitude, hein, c'est important, c'est une des clés du bonheur. Ah, je pense que c'est une des clés du bonheur, c'est sûr. Cette gratitude pour chaque instant que la vie peut vous apporter. Mais des choses toutes bêtes, encore une fois, on n'a pas besoin de choses extraordinaires, hors du commun pour être heureux, pas du tout. C'est simplement, vous voyez tout à l'heure, en venant vous rencontrer, je croise quelqu'un qui s'efface pour me laisser passer dans un escalier, en sortant du parking, et il enlève son chapeau, il s'efface en me disant bonjour. Et je lui dis merci. Je dis merci parce que la courtoisie est quelque chose qui se perd tellement aujourd'hui. Ça n'existe plus. Les gens sont transparents les uns par rapport aux autres. Alors, sauf quand on est dans des mouvements ou quand on est des mouvements de conscience où les gens sont conscients les uns des autres, la vie change. Rien que ça. Prendre conscience de l'autre, ça change la vie complètement. Et ce garçon, jeune, il doit avoir peut-être 25 ans, mais j'étais étonnée. Et c'est formidable. Je me dis, mon Dieu, si les gens pouvaient simplement faire ça. Prendre conscience de l'autre quand il est là, dire bonjour, sourire. C'est gracieux, hein. Ces moments-là, c'est des moments de grâce, j'ai envie de dire. Ce sont des moments de grâce, des moments de grâce où moi, un sourire, ça fait ma journée. J'ai adoré mon interview avec Hugo Frey qui disait pour moi la gratitude, tous les jours il est en gratitude et il dit merci Dieu, merci la vie. Est-ce que vous avez aussi ce rapport à la vie, cette communication avec la vie peut-être, même en utilisant le mot Dieu ou l'univers, ou quel est votre rapport à ça ? Oui, mais moi je peux utiliser tout. Dieu, ça ne me pose aucun problème, mais je pourrais dire Dieu, Bouddha, Allah. Pour moi, c'est avant tout une force d'amour à laquelle je me réfère toujours. C'est quand je prie, je demande aux forces d'amour de m'accompagner, de m'inspirer. Force d'amour, j'adore. Pas de lumière d'amour, j'adore. Oui, force d'amour, pour moi c'est la lumière, c'est tout. Et je pense que s'accrocher à cette notion d'amour-là, se rattacher à ça, c'est important. À l'amour de tout, l'amour de la vie, l'amour des situations, l'amour des rencontres, l'amour de chaque petit détail, l'amour de l'autre. Il faut vraiment être présent. On parle dans le bouddhisme du moment présent, non ? Présent, oui, ici et maintenant. Ouais. Mais bien sûr, ça fait partie des grandes règles. Parce que le seul moment dont on est maître, c'est le présent. Le passé, c'est une histoire passée, on ne peut plus rien y faire. Il faut juste en avoir tiré une leçon, si c'est possible, et au présent que ça nous serve. Le futur, il dépendra du présent. Si on soigne son présent, on aura un meilleur futur. Donc on a une vraie responsabilité pour soi et pour les autres dans chaque acte, dans chaque pensée au présent. Et c'est la meilleure façon de vivre, d'être dans l'instant, pleinement. Et de se sentir libre, hein, libre d'être soi. Parce que c'est pas toujours facile, je suppose aussi avec une carrière d'actrice, de chanteuse, de tout ça, d'être toujours de son identité quelque part, ou de rester dans son essence. Mais je sais pas, je dirais que c'est un problème que je n'ai jamais vraiment ressenti. Probablement que, en fait, moi je suis tombée dans la marmite très jeune quand même, j'avais 15 ans même pas, et je n'ai pas eu le temps de faire un chemin, je veux dire, de décision, d'envie d'être comédienne, pourquoi, comment, ça s'est fait tout seul. Donc j'ai eu beaucoup de chance, mais j'ai d'autant plus de chance que j'avais des parents très équilibrés qui n'étaient pas non plus dans ce métier, que j'étais en province, que je faisais beaucoup de sport, que j'avais beaucoup d'amis dans le sport et tout. Et je pense que tout ça était un facteur d'équilibre énorme qui m'a permis, moi, quel que soit l'âge où j'ai commencé, de garder vraiment la tête sur les épaules, de pas me prendre le melon et de faire, voilà, d'aborder d'abord ce qui était un plaisir, une expérience, puis un métier et une carrière. Donc voilà, je dirais qu'il y a ces trois étapes. J'ai pas tout de suite considéré ce métier. On a Kiss qui est là, hein. Oui, on a Kiss, ma Kissounette, mon petit border collie alors voilà, elle, c'est une petite force d'amour aussi extraordinaire. Le don d'amour inconditionnel dont peuvent faire preuve les animaux, les chiens en particulier,
C'est fabuleux. Quand on dit oui, c'est qu'un chien, ben, soyez déjà comme lui, on verra après. Parce que il y a beaucoup d'êtres d'humains qui pourraient s'inspirer. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport Vous m'avez demandé si c'était difficile pour moi de garder, de ne pas me perdre. Mais je crois que le plus difficile, c'est de se trouver. Une fois qu'on s'est trouvé, je crois qu'on ne peut plus se perdre. Ouais. Réellement. Si on s'est vraiment trouvé, je ne parle pas de trouver une couleur de l'arc-en-ciel, mais on a trouvé son arc-en-ciel. Je crois qu'on sait comment on est fait. Et là, c'est comme quand on s'est ouvert à la conscience, c'est tellement bon, c'est tellement important, c'est tellement vital qu'on ne peut pas faire demi-tour. On peut juste s'en écarter parce que certains moments de la vie ou une fréquentation peut nous en écarter, mais on peut jamais s'en éloigner totalement. On peut plus lui tourner le dos. Je crois que c'est impossible. Ouais. Je crois que c'est impossible. C'est trop bon. On revient à ce qui fait du bien quand même. Ouais. Et la vie a un sens. Ben oui, la vie a... Tout a un sens. Oui, tout, exactement. Quand on vit en conscience, tout a un sens. Tout. Ce que l'on fait, ce que l'autre fait, ce qui est fait. Non, puisqu'en fait, on fait tellement partie d'un tout. Moi, je sais une de mes grandes sources d'inspiration, c'est la nature. La nature est pour moi, je dirais que j'ai la nature rivée au corps. Je n'aime pas le vert qu'on trouve dès qu'on se promène dans un endroit où il y a un petit peu d'arbres. J'aime la terre. Moi, j'ai un rapport très très fort à la terre. Et c'est vrai que quand j'ai été malade à 22 ans, c'est à la terre que j'ai demandé de me garder. Je me souviens, je m'étais allongée à plat ventre, pas allongée comme ça en regardant les petits oiseaux. Je me suis allongée contre la terre et je lui ai demandé de me garder. Et merci, elle m'a gardée. Mais c'est à la terre que j'ai demandé. Parce que je trouve que la terre, d'abord, c'est notre essence quelque part. Et c'est vrai que quand je lis ou quand j'écoute Pierre Rabhi, chaque mot de lui me parle. Parce que tout ce qu'il peut dire fait écho en moi, mais puissance 1000. Je trouve cette simplicité. Moi, c'est un langage qui me touche énormément parce que j'ai le même regard, la même perception de la nature qui est comme c'est notre mère nourricière. Mais pour moi, elle est source d'inspiration, de sagesse, de compréhension, de tout. C'est une source de vie incroyable, donc j'aime me blottir contre elle. C'est beau de voir la sagesse que nous avons à l'intérieur de nous, et je pense que toute personne a ça, et qu'en fait c'est simple finalement, cette connexion à la terre, à la nature. C'est ce qu'il y a de plus simple. Je dirais que c'est ce qu'il y a de plus simple pour des gens qui n'ont pas forcément l'envie ou de lire ou d'aller écouter des enseignements ou de venir un petit peu trop en introspection, de se dire oui mais si je me plante parce que je fais ça sans guide ou sans maître. Je dirais que simplement se relier à la terre, se relier aux saisons, et être à l'écoute, tout d'un coup on rentre à l'écoute de soi. Si on se connecte à la terre, tout d'un coup, on est à l'écoute de soi. Parce que d'abord, il y a du silence. C'est pour ça que je parle vraiment de la nature. Mais le silence que tellement de gens fuient, parce que ça peut faire peur. Quand on n'est pas bien avec soi, on a peur du silence. Parce que, on a peur d'être seul. Il y a beaucoup de gens qui s'entourent, pas pour voir leurs amis, mais pour ne pas être seuls. Et ça, je trouve ça terrible. Ça, je trouve ça dommage et pour certains pathétique, parce qu'ils n'ont aucune chance de se trouver en recherchant toujours et du bruit et une compagnie qui n'est pas forcément la bonne compagnie, qui est juste une compagnie, un décor. Et on ne peut pas se contenter d'un décor dans sa vie pour trouver sa vérité, c'est impossible. C'est comme, je me souviens, justement parlant de la nature, il y a un exemple qui était que j'avais cité dans mon livre, c'était le lierre. Quand j'ai acheté ma propriété dans le Var, il y avait, c'était tout en friche et j'ai acheté une ruine. Et il y avait du lierre, évidemment, sur les souches, sur les arbres et tout. Et je ne voulais pas qu'on touche au lierre parce que c'était tellement beau. Et puis, petit à petit, j'ai compris mon erreur. Parce qu'en fait, le lierre est un parasite. Le lierre ne se pose que sur ce qui est mort et cache la véritable nature des choses, ou se nourrit pour grandir du vivant qui l'étouffe. Donc, il n'y a pas un plus grand parasite que ça. Et on est entouré de gens lierres. On est entouré de situations lierres. Et je trouve que c'est une image tellement forte. C'est un exemple où la nature, est un enseignement.
Comment faire justement, parce que ça, c'est plein de personnes se retrouvent dans ce cas-là, hein, avoir quelque part des personnes un peu toxiques autour, ou se rendre compte que ces personnes-là n'adhèrent pas forcément à cette nouvelle vision des choses qu'on peut trouver ou qu'on découvre. Comment faire face à ces genres d'environnement qui quelque part ne nous correspond plus, ou il s'en va naturellement, il part, ce lierre, au bout d'un moment, ou il faut vraiment agir? Le lierre, c'est enraciné, hein. Le lierre, c'est bien enraciné. Donc non, il faut l'arracher, le lierre. Il faut l'arracher. Et quand on est habitué, il faut aussi accepter le moment où on va se retrouver tout nu parce que le lierre était un beau décorum et qu'on se sent tout d'un coup sans cet habit de lierre, sans peut-être les flatteries de ceux qui vous entouraient et qui étaient cette forme de lierre. Par exemple, on peut se sentir à un moment très désemparé, mais c'est pas grave. Il faut accepter ça. Il faut accepter ce passage de nudité, entre guillemets, de simplicité, parce que c'est ça qui va nous amener la vraie réponse et qui va nous aider à nous accepter et à nous comprendre. Je pense. Les émotions peuvent être très intenses. Cette part en nombre de nous peut ressurgir à certains moments. Vous avez certainement connu ces moments-là. En anglais, on dit the dark night of the soul, hein, où tout est dur, tout s'écroule. Il n'y a plus de lumière. Bien sûr, et pourtant, elle est là, la lumière. C'est quand on dit non, moi c'est cassé. Non, c'est pas cassé, c'est abîmé. Mais il y a plein de choses autour qui peuvent vous aider à retrouver la lumière. Mais il faut vraiment le vouloir. Je crois il faut pas juste rester les bras croisés. Il y a de la lumière, mais il faut aller la chercher. Il faut avoir cette volonté-là. On peut pas arriver à la conscience, on ne peut pas arriver à la lumière sans que ce soit un véritable effort, une vraie volonté. Mais pas une volonté acharnée, une volonté simple, déterminée et forte. Certaines personnes, dans un moment de désespoir ou de peur ou de tristesse, vont peut-être aller vers des personnes qui les manipulent. Le charlatanisme existe, les manipulateurs. Qu'est-ce que vous conseillez à des personnes qui sont dans cet état de je ne sais pas quoi faire, je ne sais plus quoi faire, et qui pourraient basculer dans cette espèce de sectarisme ou de manipulation? Moi, je suis contre les sectes. En même temps, qu'est-ce qu'une secte? Parce que beaucoup de gens, à partir du moment où il y a un regroupement de personnes qui partent spiritualité, est tout de suite interprété comme une secte. Donc, combien de gens pensent encore que le bouddhisme est une secte? Aussi large qu'est le bouddhisme aujourd'hui, c'est quand même, bien évidemment, loin d'être une secte. Mais pour plein de gens, ça l'est encore. Pourquoi est-ce que la spiritualité fait tellement peur alors qu'elle est tellement nécessaire? Libératrice. Libératrice. Pour les gens, la spiritualité, c'est triste. Mais non, c'est au contraire, c'est gai. La spiritualité, c'est une lumière qu'on découvre en soi et qui nous rend plus forts. Donc, mais voilà, on ne connaît pas, donc on a peur. Donc, secte. Mais par contre, bien sûr qu'il y a des gens, qu'il y a des gourous qui, eux, ne sont pas bien intentionnés, qui vont trouver, eux, leur libération, leur importance dans la manipulation de personnes. Mais qui peuvent aussi eux-mêmes se prendre au jeu. Ils sont prisonniers de leur propre démarche. Peut-être qu'ils sont totalement convaincus que ce qu'ils font est bien et pour autant ils sont extrêmement nocifs et destructeurs. Je ne pense pas que c'est là où j'ai un problème avec la notion de dévotion et de l'interprétation qu'on peut en faire. Parce qu'il faut garder une lucidité dans toute dévotion. La dévotion je pense, est une immense et indéfectible gratitude. Mais la dévotion qui fait c'est l'oubli de soi, la perte totale de jugement et de référence, et n'obéir qu'à quelqu'un tout d'un coup, tout ce qu'il va vous dire, tout ce qu'il va vous conseiller, sans du tout faire appel à votre instinct, votre ressenti, votre intuition. Ça, je trouve ça très grave. Donc c'est pour ça que j'encouragerais tous les gens de la Terre à travailler sur la spiritualité, à lire des ouvrages, à se connecter à la nature, à trouver leur lumière, leur résonance, leur son propre, et à s'accorder avec ça, parce que notre son est différent. À chacun, on a autant d'empreintes digitales, autant de sons profonds,
On n'a pas le même son. Et on peut pas dire cette couleur, c'est celle de tout le monde. Non, il y a des gens qui sont bien avec une couleur et d'autres avec une autre. Et c'est pas un gourou de juger toutes les nuances de vos couleurs, parce que c'est pareil, il y a le vert pâle, il y a le vert foncé, il y a le vert jaune, vert bleu, il y a plein de couleurs, c'est à vous de trouver vos nuances. Qu'on vous donne une indication de couleur, d'accord, mais qu'on vous laisse trouver vos nuances. Et un gourou va aller jusqu'à vous donner la nuance de la nuance, parce que vous avez totalement perdu votre libre arbitre, votre liberté de penser et donc de jugement. Et ça, je trouve ça très très grave, je trouve ça criminel. Donc c'est sûr que je n'ai pas beaucoup de respect pour ces gourous qu'on voit à l'œuvre, particulièrement aux États-Unis d'ailleurs. Mais les Américains sont très forts pour ça. En Europe, j'ai eu l'occasion tout ce qui est Hollande aussi, Scandinavie. Ah oui. Et je connais moins. Dans le monde entier, c'est vrai que c'est... En France, je trouve que... Dans tout domaine, je pense, dans toute industrie, il y a, à partir du moment qu'il y a peut-être trop d'interdits, de dogmes, de règles, c'est là où l'être humain a envie d'être libre et on a envie d'être libre et quand on commence à peut-être suivre trop de règles... Parce que tant qu'il n'y a pas de dogme, on ne se rend pas compte. Je veux dire, il y a des pays où les gens sont naturellement libres. Mais tout d'un coup, quand il y a autant de lois, de dogmes, je pense qu'on en a de plus en plus ici, on se sent prisonnier. Et là, tout d'un coup, on se dit, mais l'homme n'est pas fait pour ça. Je pense que l'homme n'est pas fait pour la vie qu'on lui impose aujourd'hui. Il n'est pas fait pour tout le stress qu'on lui amène. Il n'est pas fait. Ça va trop vite. Quand on voit la technologie qui nous entoure aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas fait du tout pour aller à la vitesse où va la technologie. C'est trop dur. On nous demande en un minimum de temps aujourd'hui de faire un maximum de choses. Et on n'est plus dans notre nature profonde. Je suis intimement persuadée de ça, que l'homme n'est pas à sa place en ce moment. Il n'est pas à la bonne place pour exister en tant qu'être humain, tout simplement. De toute façon, il n'y a plus de citoyens, il n'y a plus que des consommateurs aujourd'hui. Alors, on est prisonnier de cette société de consommation de partout. De partout. Vous entendez aujourd'hui parler de citoyens ? Non. On est X millions de consommateurs. Et je trouve ça terrible qu'on en soit réduit à ce terme-là. Qu'un être humain soit un consommateur aujourd'hui. C'est là où il y a une responsabilité personnelle de retrouver cette connexion à cette terre, peut-être même cette dévotion à la nature et à être là inconditionnellement et peut-être avec la vie même. Ah, si je devais avoir une dévotion totale, ce serait effectivement envers la nature. Parce que pour moi, il y a tout. Il y a tout dans la nature. Il y a tout et il y a même on pourrait dire chaque déclinaison de la société quand on l'apprend à la regarder, à la comprendre, à la connaître, à l'observer. C'est extraordinaire tout ce qu'on peut voir. C'est extraordinaire. Donc on vous voit le 19 mars au Grand Rex de Paris. Oui, au Grand Rex, oui. Deepak Chopra. Pour présenter Deepak Chopra, si tant est qu'il ait besoin d'être présenté. Enfin, disons peut-être pour faire le lien avec les Français qui seront là, parce que peut-être qu'ils ont une curiosité de rencontrer Deepak Chopra parce qu'ils en ont entendu parler. Certains viendront parce qu'ils auront envie de me voir aussi, de voir je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est une immense joie de rencontrer Deepak Chopra. Un grand honneur. Et j'espère simplement que je ne vais pas trop flipper au moment de parler de Deepak Chopra, parce que c'est un être tellement magnifique que le présenter, c'est présenter quand même un monument. Mais un monument de savoir, quand même. Savoir, c'est impressionnant. Deepak Chopra, Monsieur Deepak Chopra. Ouais. Donc j'ai très hâte de le rencontrer. Ah oui. Merci Véronique. Merci Lilou. C'était un plaisir de faire cette interview. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et si vous l'avez adorée, écoutez, vous savez quoi faire, il faut les partager, vive les réseaux sociaux. Ça c'est le côté génial d'Internet et de la technologie. Oui, mais voilà, c'est toujours pareil, c'est la façon dont on utilise les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des choses formidables, extraordinaires dans Internet. Mais moi, le côté, on s'endort, on est tout seul, on se réveille avec 350 amis, non, 350 contacts.
Moi, le mot ami me gêne. Un ami, c'est un ami. Un contact, c'est un contact. Aujourd'hui, on perd les mots. On a tellement, on a plus le sens du mot. Et moi, j'aime les mots. Et pour moi, chaque mot a un sens, a un poids, a une importance. Et quand je dis un mot plutôt qu'un autre, j'essaye de choisir mes mots. Et quand je parle de quelqu'un et quand je laisse un message, je suis contre les SMS abrégés, sauf si on a un truc hyper urgent. Mais j'aime prendre le temps d'écrire des mots à quelqu'un à qui j'envoie un message. Maintenant, bon, les lettres, ça c'est un peu perdu, mais j'aime choisir mes mots. Et l'écriture abrégée me gêne, parce qu'en plus, je trouve qu'on ne sait plus écrire, on ne sait plus parler. Et j'aime la langue française, et je trouve dommage qu'on l'écorche autant. Donc, pour en revenir aux réseaux sociaux, il y a malheureusement, c'est toujours pareil, toutes les choses peuvent être détournées dans le mauvais sens, parce que les réseaux de pédophilie, c'est aussi un drame d'Internet. Certaines vidéos monstrueuses qui sont diffusées, c'est aussi terrible. En même temps, il y a des vidéos tout d'un coup qui interpellent et d'autres gens qui se manifestent et qui vont contre. Voilà, c'est un mélange et il faut, encore une fois, en conscience, essayer de faire le bon choix. Une petite note juste pour la fin, parce que c'est tellement délicieux qu'on est obligé de continuer un tout petit peu plus. Graines d'avenir, c'est ça? Oui. Aventure. Graines d'avenir. Graines d'avenir, c'est l'association que j'ai créée il y a maintenant 8 ans. Bientôt 9, et qui aide les enfants tibétains en exil à être éduqués, logés, nourris, qui aide aussi des personnes âgées, qui aide à la reconstruction de monastères, à l'entretien d'écoles, aux fournitures scolaires, au salaire des professeurs. On essaye voilà, on a des petits projets, d'autres plus gros. On n'en a pas 36 000, on essaye de les accompagner le plus longtemps possible. Et c'est aujourd'hui 700 enfants parrainés. J'ai entendu parler d'un saut en parachute aussi près du Mont-Saint-Michel. Quelle est cette aventure encore? Ça a été une des peurs de ma vie parce que j'ai sauté en parachute, en chute libre pour la première fois, mais pas toute seule, hein, j'étais en tandem quand même. Je pense que toute seule, j'aurais jamais réussi à quitter l'avion tellement j'ai eu peur. Et c'était en signe de solidarité avec le peuple tibétain. Voilà. Donc, magnifique. L'avenir justement est associé aussi à cette soirée du Grand Rex où une partie des bénéfices seront reversés à l'association. Donc tout ça fait une très belle chaîne humanitaire, d'humain. De partage et de soutenir aussi des projets qui méritent, des enfants qui le méritent. C'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est découvrir, partager, comprendre. Je crois que le mot partage est un mot essentiel. Voilà. Et quand on est dans la connaissance, dans la conscience, on est forcément dans le partage. Forcément. On est dans l'attention et dans le partage. Et l'ouverture, hein, l'ouverture de cœur. Tout ça c'est, oui. Tout ça, c'est ensemble, c'est lié. Et qu'est-ce que c'est bon! Bon, mais délicieux co-créateur. La vie est délicieuse, merveilleuse. Merci Véronique Jeannot. Plein de gros bisous à vous tous. On vous embrasse de Paris. À bientôt. Au revoir.